Bonjour. Alors c'est peut-être la première fois aux rencontres du ciel et de l'espace où on va faire des véritables expériences devant vous. Voilà, on va en faire plusieurs. Et on va aussi, comme vous êtes nombreux, à un moment vous poser quelques questions et vous pourrez participer. Alors c'est gratuit, hein, il n'y a pas de truc surtaxé. Je fais ça auprès de mes étudiants également, dans les grands amphis, quand on veut les sonder. Donc si vous avez Internet, ou etc., vous pouvez vous connecter sur cette adresse, wooklab.com/gastron, comme gastronomie. Et puis, à un moment, plutôt vers la deuxième moitié, je vous poserai deux ou trois questions, et puis vous pourrez voter. On verra en direct quelle est votre appréciation de ces questions. Voilà, donc on va commencer par gastronomie. Et notre ambition, c'était, Raphaël, de parler de la physique présente dans l'univers, des lois de la physique, à toutes les échelles. Oui, on mange des molécules, évidemment, on est constitué nous-mêmes de molécules. Mais ce qui était intéressant, c'est d'aborder la cuisine avec les lois de physique, donc des centrifugations, la gravité, comment tout ça, ça joue. Alors on sait que les blancs de neige, ça retombe, évidemment, ça draine, mais on va aller un peu au-delà et on va vous montrer aussi qu'on peut innover parce qu'on fait de la recherche, parce qu'on a du coup un cran d'avance par rapport... alors, il se trouve qu'en cuisine, du coup, un scientifique avec un cuisinier, ça peut permettre de faire une cuisine un peu différente, un peu innovante. Et puis il y a l'aspect aussi, vous allez voir, cuisine durable, cuisine plus responsable. Donc ça, c'est des axes de recherche aussi qui nous sont particulièrement chers à la fac des sciences d'Orsay, d'aller au-delà et de mélanger un peu toutes ces disciplines scientifiques et pour le grand public. Et c'est pour ça qu'on est là. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité aussi, et Hervé de m'avoir invité, parce que, évidemment, ça va, pour la première fois, je pense, on va faire de la cuisine un peu dans une rencontre spatiale. Voilà. Alors, vous l'avez compris, ce croisement entre cuisine et astrophysique d'un point de vue scientifique, c'est à la fois un bon vecteur de médiation scientifique, c'est-à-dire permettre de promouvoir auprès d'un large public, dont vous, mais vous êtes acquis, je pense, en étant ici. La culture scientifique, c'est important pour notre société, mais on voit aussi que derrière, ce qu'on va raconter, ça recouvre de vrais programmes de recherche, dont certains sont cofinancés par l'industrie, d'autres par les grandes agences spatiales nationales ou internationales. Donc, à travers ce qu'on va vous raconter et ce qu'on va vous démontrer, on va vous parler de sciences contemporaines, actuelles, financées, avec des doctorants derrière, des laboratoires, et aussi un côté amusant et ludique. Alors, on a plusieurs petites scènes à vous proposer pendant un peu moins d'une heure. Elles ont pour fil rouge la physique présente dans l'univers et aussi l'histoire de l'univers, parce qu'on est quand même aux rencontres du ciel et de l'espace, donc on va un peu parler d'astrophysique. Et alors, on décide de commencer cette conférence par parler du Big Bang. Le Big Bang, avec une image en haut à droite qui est tout sauf le Big Bang, évidemment, une sorte d'explosion, mais ça a le mérite d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Le Big Bang, vous savez peut-être que dans le modèle standard de la cosmologie, voilà, j'ai travaillé sur le satellite Planck, donc je connais un petit peu l'histoire, même si je ne suis pas hyper spécialiste de l'inflation cosmique. Vous avez des fluctuations quantiques dans l'univers qui sont ensuite étendues à une très très grande échelle durant une période très très courte, 10 puissance moins 35 secondes à peu près, qui est ce qu'on appelle l'inflation cosmique, donc qui projette à des échelles macroscopiques des fluctuations microscopique. Et ensuite, durant les 3 premières minutes de l'univers, il se passe plein de choses, mais en particulier la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la synthèse des éléments légers, dont l'hydrogène. Et l'hydrogène, il y en a partout. Hein. Moi, quand je vais dans les écoles, avec ou sans Raphaël, je demande aux élèves, voilà, où y a-t-il de l'hydrogène autour de vous? Alors ils réfléchissent, ils disent dans l'atmosphère. Je dis ouais, bon, oui, un peu, mais pas beaucoup. Il y en a dans l'eau surtout. Hein. L'eau, c'est H2O, donc il y a l'hydrogène dans l'eau qui est ici, qui compose les 3/4 de notre corps. Et donc le H2 de H2O de l'eau dans notre environnement a été synthétisé durant les 3 premières minutes de l'univers, durant cet épisode très très chaud, juste après le Big Bang et durant toutes ces réactions hors équilibre de synthèse. Et donc on parle de soupe primordiale en cosmologie, même si le terme de soupe ici ne revêt pas forcément ce dont on va parler après, mais vous voyez bien que le langage a parfois des raccourcis intéressants. Soupe primordiale en astrophysique, et puis soupe aussi en gastronomie. Oui, tu parles parfois d'émulsion aussi. D'émulsion, exactement, émulsion primordiale. Et ce qui est intéressant, c'est que la cuisine, vue par un scientifique, finalement, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des histoires de cuisson. Voilà. Et puis, après, il y a tout ce qui va être soupe, et on va généraliser avec ces notions de matière molle, un peu de texture, comme ça, ce qu'on appelle des colloïdes. Et il y a 3 grandes textures qu'il faut maîtriser en fait, quand on fait de la cuisine. C'est les mayonnaises, donc tout ce qui est émulsion, les mousses, blanc, neige, île flottante et tout ça, et puis les gels. Donc gel, et on va retrouver d'ailleurs les cuissons, parce que quand vous cuisez un steak, ou quand vous cuisez une viande ou un poisson d'ailleurs, ou même du blanc d'œuf, eh bien vous formez des gels. Alors il y a des gels qui sont réversibles en température, ce qu'on appelle des gels physiques, hein, comme
qui sont réversibles, donc comme la confiture par exemple, et puis vous avez des gels chimiques qui sont irréversibles comme le blanc d'œuf avec les ovoalbumines. Mais donc ça c'est par exemple une mayonnaise pris au microscope, et ça c'est une mayonnaise qui a raté. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ratent la mayonnaise, on peut peut-être lever les bras, ou... Alors, on va peut-être pas voter juste pour ça, mais est-ce qu'il y en a qui ratent la mayonnaise? On va pas très bien avec... Ouais. Alors des fois on rate, des fois on réussit, des fois oui, ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Bon. Et le pire c'est quand on rate, ou des fois on réussit, des fois et puis on ne sait pas. Et c'est ça la science de la cuisine, c'est de se dire qu'est-ce qu'une mayonnaise, pourquoi ça prend, pourquoi ça rate, pourquoi ça retombe, etc. Et se reposer des questions, même des fois très simples. On est en 2018, et je suis sûr que si je vous demande est-ce que vous avez des astuces pour cuire des œufs, vous allez tous me dire je démarre à chaud, je démarre à froid, je mets du sel, je mets du vinaigre. Et si on vous dit pourquoi, là, on me dit que, ou ma grand-mère et machin. Et là, d'un coup, ça devient un peu moins rationnel. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu la science de la cuisine. Alors ça, c'est une mayonnaise qui est ratée, donc ça tombe bien, on l'a regardé au microscope du coup quand elle rate. Ça, c'est une image qui est fausse, parce que normalement, ça bouge. Donc il y a une grosse goutte d'huile qui va manger les petites, qui va redevenir encore plus grosse, qui va pouvoir s'attaquer aux voisines, qui va remonter à la surface, et oui, ça déphase. Bon. Et donc, vous voyez, alors, je vais vous donner rapidement un secret pour rater très facilement une mayonnaise. Vous prenez un jaune d'œuf et vous versez d'un coup un verre d'huile. Évidemment, ça ne va pas marcher parce que vous ne laissez pas le temps. Quand vous avez ça, vous avez ce qu'on appelle des interfaces. Et nous, justement, on a des interfaces, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, dans cette gouttelette-là, ici, vous mettez de la lécithine que vous allez retrouver dans le jaune d'œuf. Et c'est ça qui va permettre de mélanger intimement l'eau et l'huile. Et donc ça, c'est raté parce que, justement, quand vous prenez un jaune d'œuf et que vous versez d'un coup l'huile, vous ne laissez pas le temps à ces lécithines de venir enrober les gouttelettes d'huile que vous êtes en train de mettre. Et puis, deuxième point, il faut couper les gouttelettes pour faire ce qu'on appelle un système dispersé, monodisperse, donc avec des tailles qui sont toutes identiques. Alors maintenant qu'on comprend comment rater une mayonnaise, l'idée c'est de se dire comment toujours la réussir. C'est de faire le contraire. Donc je vais prendre les lécithines, mais ça il y en a plein dans un jaune d'œuf. Avec un jaune d'œuf, vous faites 24 litres de mayonnaise. Vous voyez, c'est pas l'histoire des lécithines. Mais surtout, vous allez prendre un mixeur, et là vous allez verser un filet d'huile très 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 fin. Voilà. Et on comprend plein de trucs comme ça. Donc c'est intéressant de revenir aux fondamentaux, en fait, c'est ça le message, c'est toujours se poser les questions de pourquoi on fait le truc. Et alors après, on va partir sur des mousses, on va reparler de la mayonnaise tout à l'heure, mais pour le goût cette fois. Vous aurez des recettes, ne vous inquiétez pas, réussies et validées scientifiquement. Alors le début de l'univers, je l'ai évoqué, il y a le modèle standard du Big Bang qui est vraiment conforté par... en tout cas qui est compatible avec les données. Vous savez qu'on ne peut pas prouver une théorie, on peut seulement l'invalider, mais en tout cas les données du satellite Planck, entre autres, permettent de se rendre compte que le modèle de concordance cosmologique marche à peu près. Et cette image à gauche représente la première lueur de l'univers qu'on appelle le fond cosmologique, Cosmic Microwave Background en anglais, CMB. Et cette image représente donc l'univers tel qu'il était peu de temps après le Big Bang, 370 000 ans après le Big Bang sur les derniers paramètres cosmologiques. Et on voit des petits points lumineux, des petites nuances de couleurs qui sont en fait les fluctuations du fond cosmologique. Et ces fluctuations sont dues aux vibrations. Alors ces vibrations, moi, contrairement à Raphaël, je ne vais pas pouvoir vous faire des expériences d'univers, de création de galaxies ou de Big Bang ici dans la salle. Voilà, je ne suis pas Deus Ex Machina. Voilà. Mais j'ai des analogues qui sont ici, mais merci pour la lumière. Et donc je vais vous montrer un analogue de ces vibrations de l'origine de l'univers. Je vais vous faire deux expériences ultra haute technologie, attention, ça va être très, très court. La première expérience, c'est celle-ci, c'est que les vibrations qui régissent le début de l'univers obéissent à la même équation que... Alors c'est l'expérience, au cas où vous en douteriez, donc première expérience. C'est le petit bâton de colle qui oscille sous moi. C'est juste ceux qui connaissent, c'est un oscillateur harmonique, une solution en cosinus. Et les vibrations du début de l'univers obéissent en gros à la même équation que celle de ce petit pendule. Et c'est ça qu'on aime bien en physique, c'est l'unicité des lois de la physique et leur universalité, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Vous savez que la science n'est pas dogmatique, on cherche à défier les lois et les théories. Mais ce sont les mêmes types de vibrations que l'équation qui régit le petit pendule. Ce sont aussi les mêmes équations qui régissent les vibrations du Soleil. Peut-être que vous savez que les étoiles et le Soleil vibrent, les mécanismes de vibration ne sont pas les mêmes, mais finalement, physiquement, c'est relativement proche, parce que tout ça, c'est un plasma chaud qui vibre, la matière et la lumière sont imbriquées. La seule différence quand même avec le fond cosmologique, c'est que les forces de rappel, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'univers à cette époque-là,
prennent en compte beaucoup de matière noire notamment, alors que dans le Soleil, la matière noire n'intervient pas. Donc la nature des termes change un petit peu, mais la forme de l'équation, qui est une équation oscillante, est exactement la même que celle du pendule, hein, qui a été trouvé par Galilée, du Soleil et du fond cosmologique. Et pour étudier ce fond cosmologique, vous avez peut-être vu la conférence de Jean-Luc Puget hier, et puis peut-être celle de moi demain matin, à midi, où j'en parlerai plus en détail. Ce sont des vibrations, et mathématiquement, on modélise, disons, ces vibrations avec un outil mathématique dont je vais vous montrer l'application ici, avec des bulles de savon. Alors, je vais vous faire des bulles de savon géantes, j'espère. Si ça marche. Attention au premier rang. Oui, donc, alors, merci. Oui, parce que c'est la seule expérience que je vais faire. Donc, alors, c'est pas tant les bulles géantes qui sont intéressantes, c'est comment elles vibrent en fait. Donc, je vais en refaire 2 ou 3, parce que ça a été rapidement, puis ça a l'air de marcher aujourd'hui. Donc, regardez la bulle, qui est très belle évidemment, mais regardez comment elle vibre. Vous verrez qu'elle ne vibre pas par hasard. Alors, on va essayer d'en faire une deuxième, un peu plus haut. Vous voyez que ça vibre relativement lentement. Ça vibre assez lentement. Ce sont des vibrations qui sont ni trop petites ni trop grosses, elles sont vraiment adaptées à la cavité résonante. C'est un peu comme un tambour, hein, ou un violon. Je m'amuse aussi. Hein. J'en profite. Allez, une dernière pour la route. C'est pas tous les jours que je crade le hall de... Et donc vous voyez que la bulle vibre, et bien finalement, donc là par contre la physique n'a rien à voir. La vibration des bulles n'a rien à voir avec celle du fond cosmologique ou du Soleil. Hein. Mais en tout cas, on décrit les vibrations de ces bulles avec un outil mathématique dont je peux donner le nom. Hein. Ce sont les harmoniques sphériques, pour ceux qui connaissent. C'est utilisé aussi en physique atomique. Ceux qui ne connaissent pas connaissent peut-être la transformée de Fourier. Voilà, c'est une sorte de transformée de Fourier sur l'affaire, pour ceux qui connaissent. Alors je ne vais pas vous embrouiller avec les outils mathématiques, mais en tout cas, on utilise ces outils mathématiques pour modéliser, comprendre, prédire, expliquer toutes ces vibrations dans tout le début de l'univers. Donc vous voyez que ce soit les outils mathématiques ou les forces physiques, il y a une sorte d'unicité entre l'échelle. Alors là, c'est pas l'assiette, parce que ça se mange pas. Le savon, je vous déconseille. Oui, mais ça se mange pas, mais en tout cas, c'est dans nos cuisines. Voilà, c'était le lien. Et l'origine de l'univers. Mais les chefs parlent de savon, de citron, d'espuma, de choses comme ça. Et c'est intéressant, on va toujours essayer d'avoir des bulles, mais que ce soit bon. Alors c'est paradoxal, parce que plus il y a de bulles, plus il y a d'air, et moins il y a de surface à manger. Et on se dit, bah oui, mais le goût, il vient du jus qu'on arrive à faire mousser. Alors, du coup, cette idée-là, moi, ça m'a donné envie de vous faire une autre petite expérience un peu rigolote. Puis on a parlé déjà des émulsions, maintenant on va parler des mousses. Alors, ça, c'est du jus de myrtille, cassis. Vous savez, on appelle ça des fruits rouges, alors qu'en fait, ils sont quand même assez noirs, hein, si vous remarquez. Alors, là aussi, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais c'est les anthocyanes. Donc, c'est des pigments très sombres, et ils sont plus ou moins sombres en fonction de l'acidité. Donc, par exemple, dans la myrtille, dans le cassis, oh, ça devrait aller à peu près, ouais. Et donc, ouais, voilà. Et donc, ça, c'est des myrtilles qui sont assez sombres et on les a cuits dans de l'eau riche en bicarbonate. Donc, ça va les rendre à pH un peu basique. Et puis, surtout, ça va donner une couleur bien noire. Et puis, dedans, on va s'amuser un peu. On va prendre un jus de citron très, très concentré par le froid. Cryo-concentré, ça s'appelle. Et alors là, ça va être assez rigolo. Merci. Ce relais, on est vraiment... Alors, on est multitâche. Alors, on va prendre un jus de citron et on va le mettre dans ce jus de myrtille. L'acide va modifier avec le bicarbonate, ça devrait créer une mousse. Et puis, avec changement de couleur, donc vous avez fruits rouges, fruits noirs en effervescence. Vous voyez, vous obtenez une mousse d'un coulis noir, vous avez un beau coulis rouge. Ça tient, ça ne retombe pas. Ça, c'est vraiment le truc à chaque fois des cuisiniers, il ne faut pas que ça retombe. Et puis surtout, c'est gourmand parce que là, vous avez vraiment du pétillant en bouche, un peu rigolo. Donc vous avez, après, on peut faire une recette avec ça. Donc vous prenez par exemple, merci, prenez par exemple une petite forêt noire, donc un petit gâteau au chocolat, ce coulis de fruits noirs, et puis vous versez un jus de citron dessus, et vous avez une forêt noire, forêt rouge en effervescence. Ça pique, c'est délicieux, et ça tient. Donc là, la physique finalement des bulles, il faut aussi que les pâtissiers comprennent pourquoi ça retombe, pourquoi ça tient, c'est quoi les membranes, c'est quoi le côté monodisperse. Ça peut paraître farfelu, mais là aussi, vous voyez, on a ce tour de magie presque, parce qu'on connaît aussi les acides bases, etc., etc. Donc on peut s'amuser, mais on s'amuse grâce à des nouvelles connaissances aussi. Eh bien voilà. Voilà. Bon. Alors on va vous donner envie, mais voilà, ça va être un peu frustrant. Mais...
Alors, autre séquence, l'univers, on poursuit le fil rouge de cette histoire de l'univers après le Big Bang, voilà, l'inflation, le fond cosmologique. Et l'univers est toujours en expansion. Hein. Vous savez peut-être que cette expansion est aujourd'hui comprise comme, interprétée en tout cas comme accélérée depuis relativement récemment dans l'univers. Et puis c'était découvert maintenant il y a 20 ans, hein, 98, ça a permis à quelques collègues d'avoir le prix Nobel. Donc cette expansion de l'univers, l'univers s'étend dans rien, c'est vraiment l'espace-temps qui se dilate. Et comme je l'explique à mes étudiants à Orsay, je leur refais interpréter la loi de Hubble, qui est la loi qui formalise l'expansion de l'univers. Ça ne l'explique pas, mais ça permet de le décrire. Et là, on voit bien qu'en fait, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et le vide devient de plus en plus vide et dilué, et la nuit est noire. Alors, elle n'est pas exactement noire, parce qu'il y a le fond cosmologique qui baigne l'univers. Donc, en fait, la nuit est brillante dans le millimétrique, mais noire pour nos yeux. Et donc, cette expansion et ce vide peuvent faire peur à certains. Quand je vais dans les écoles aussi, les enfants qui ne connaissaient pas l'expansion de l'univers se retrouvent un petit peu « Quoi, l'univers est en expansion ?» Ben oui, mais voilà, on ne va pas tous mourir, en tout cas pas à cause de ça. On va tous mourir, mais pas à cause de ça. Et donc, c'est pas très grave, mais c'est quand même intéressant parce que la dynamique de l'expansion de l'univers dépend vraiment de son contenu en matière, en énergie, etc. Et aujourd'hui, on arrive à assez bien décrire toutes les phases d'expansion de l'univers. Et il se trouve que l'expansion, ça a aussi des applications particulières. Très concrètes, exactement, parce qu'on a tous fait des expansions dans ces fours. Par exemple, vous faites un soufflé, ben vous voulez qu'il expanse, qu'il gonfle bien, que ça cuit et que ça ne retombe pas. Vous voyez, donc, et pareil, quand vous faites une mousse au chocolat, ben on veut quelque chose de très léger. On s'est tous retrouvés avec des... On mange tous un bon repas, puis après on se dit oh là là, j'ai pas en plus prendre un dessert et surtout la mousse au chocolat, et on a déjà peur des calories et des trucs comme ça. Donc on s'est dit, et on travaille là-dessus à Orsay, et tu parlais de thèse en introduction, ben, il va y avoir une thèse qui va démarrer quand même sur ces expansions de gâteaux au chocolat. Donc vous voyez, ça peut être des sujets vraiment très sérieux, parce que le vide, et enfin le vide, alors là on n'a pas le même langage, mais enfin c'est le même langage, mais c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire une mousse et puis après de la dilater sous vide pour faire, donc vous imaginez votre gâteau, et puis avec le four de demain, bah, vous faites un gâteau ultra aéré, vous faites une île ultra flottante qui va peut-être flotter même dans la pièce. Alors l'histoire est rapide, mais la mousse au chocolat, la recette de la mousse au chocolat, c'est quoi? Normalement, qu'est-ce qu'on vous mettez dans la mousse au chocolat? Du chocolat, ça c'est plutôt rassurant. Ouf. Des œufs, voilà. Alors bon, on ne peut pas tous répondre, mais en gros, vous me dites si je dis pas trop de bêtises, mais vous clarifiez, donc ça veut dire séparer le jaune des blancs. Vous prenez les blancs, vous les faites mousser, c'est ça qui va faire la mousse, et après vous l'aromatisez, je caricature un peu, mais avec du chocolat fondu au bain-marie. Certains mettent du beurre pour la texture, puis le jaune d'œuf, on ne veut pas le jeter, ou on ne veut pas faire, donc vous vous rappelez, 24 litres de mayonnaise pour un jaune, donc vous allez retrouver avec 500 litres de mayonnaise. Donc on se dit, bon, bah, alors les jaunes, bah, on va les remettre dans la recette. Donc les pâtissiers proposent de blanchir le jaune et le sucre. Donc vous faites blanchir, vous mettez votre chocolat et vous mettez l'ensemble dans votre blanc. Sauf que là, pour un chimiste, on sent que la catastrophe va arriver parce que le blanc d'œuf ultra léger, l'air 1000 fois moins dense que l'eau environ, et vous mettez là-dedans, dans quelque chose de très fragile, une masse chaude, enfin tiède et grasse. Alors là, ça ne va pas se marier ensemble. Bon, et puis vous dites, mais pourquoi je mets des œufs? Bah, c'est la recette, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure à l'intro, hein, c'est la tradition. Mais vous dites, le problème, c'est que quand vous parlez avec un grand chef, lui, il parle d'un chocolat comme d'un grand vin, d'un grand cru de chocolat. Donc là-dedans, il y a déjà l'équilibre en acidité, en amertume, en sucre, etc. Donc on ne va pas rajouter du sucre, rajouter des œufs, rajouter et diluer les saveurs. C'est ça le problème. Donc on va à l'épure, à l'essentiel du goût. Alors, la recette, je vous la propose et je vous la donne, hein, c'est facile. Prenez moitié eau, moitié chocolat, vous mettez à fondre, je n'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail, mais vous mettez à fondre tout au bain-marie. Ça va fondre très très bien, vous allez faire une émulsion, vous la mettez dans un siphon, ça va incorporer du gaz et vous allez avoir une mousse de chocolat. Pas besoin d'œuf, parce que c'est le siphon qui fait mousser, pas de sucre, ça ne sert à rien, pas de jaune d'œuf, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est utile? C'est que le chocolat, et éventuellement de l'eau minérale, histoire d'avoir vraiment que le goût ultime du chocolat. Et votre recette, après, c'est la vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un thé à la menthe, un jus d'orange, du lait si vous avez envie d'avoir un peu plus de rondeur, etc. Bon, nous, on a poussé le vice ici à mettre que vraiment de l'eau minérale. Et on va faire une belle petite mousse. Alors, hop, ça tient. Je trouve plutôt par ici. Faut que je travaille à l'envers. Oui, c'est plutôt par ici, je dirais. Ouais, voilà. Très bien. OK. C'est le moment que je préfère. Voilà, alors c'est là qu'Hervé n'est jamais très loin. Mais, vous voyez,
c'est une mousse qui tient 4 fois moins de calories, pas d'allergènes, etc., etc. Et vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant comme nouvelle texture. Juste en utilisant le siphon, et ça, c'est ce qu'on appelle une émulsion mousseuse. Parce que c'est à la fois une émulsion avec le chocolat et l'eau, et une mousse parce qu'on a incorporé des bulles de gaz à l'intérieur. Mais c'est encore toujours les mêmes textures dérivées. Alors Hervé, puisque tu es là, il y a une petite cuillère, mais ouais, vous voyez, c'est quand même assez magique. Donc ça ne retombe pas. Ça ne retombe pas, on a même de l'azote, alors on pourrait pousser le vis à faire des petits sorbets comme ça, parce que du coup... Merci à la Cité des Sciences de nous avoir proposé de l'azote qu'on n'a pas pu emmener en RER. Oui, ça c'était très compliqué. Mais l'intérêt... Véridique, hein, véridique. Ouais. L'intérêt, c'est vraiment d'utiliser maintenant l'azote, c'est une nouvelle technique. C'est pas pour faire de la fumée en cuisine et dire, regardez, on fait de la cuisine moléculaire parce que ça fume, mais si on a cette mousse, on va pouvoir la mettre dans l'azote et on va faire un sorbet, parce que c'est ça un sorbet instantané, sans utiliser du tout, sans cristaux. Parce que l'eau qui est à l'intérieur n'a pas le temps de cristalliser. Et donc, vous allez voir une glace amorphe. Ça va être assez joli. Je peux me mettre là, peut-être, pour... voilà. Et là, vous avez une belle petite quenelle. Vous voyez? Pas très poli, ça, hein, mais de parler en mangeant. Mais vous avez une mousse à l'intérieur. Vous avez un sorbet... Je vais t'en faire une. Hein. Vous avez un sorbet à l'extérieur. Et vous avez 2 textures. 2 émotions, 100% chocolat, 100% saveur de produit. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à l'expansion, eh ben, ça va être de prendre ça, de mettre peut-être de la farine ou des vraies recettes de gâteaux, et puis de faire le vide pour aspirer toutes ces petites bulles de gaz qu'on voit à l'intérieur, et pour doubler, voire tripler le volume final. Mais il faut que ça tienne, il ne faut pas que ça retombe. Donc c'est des vrais challenges en fait de formulation chimique, hein, puisque c'est le terme en fait, tout est chimique, et après de physique, est-ce que ça tient, est-ce que ça retombe, quelles sont les forces en présence, etc. etc. Ben voilà, je vais te faire une quenelle et puis comme ça tu peux prendre la parole. Oui, je l'attends, mais j'essaie de retrouver ma souris. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette expansion de l'univers, c'est que pendant que l'univers s'étend, les grandes structures se forment sous l'effet de la gravité. Hein. Donc vous avez la matière noire qui attire la matière traditionnelle, qu'on appelle la matière baryonique, et qui forme des amas de galaxies et des galaxies. Merci, chef. Et quand vous faites une image à grande structure des grandes structures de l'univers, que je n'ai pas mise ici, mais ça ressemble, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de David Elbaz, je crois que c'était plutôt aujourd'hui, où il montre que la structure des grandes structures ressemble à une structure neuronale, hein, en fait, dans les simulations et dans les observations. Quand on regarde, en fait, ça fait des creux et des pleins qui peuvent ressembler à la mie de pain. C'est quoi, Raphaël? C'est une mie de pain là que tu as mis Alors voilà, ça c'est intéressant parce que c'est un gâteau justement qu'on a fait dans le four sous vide là, qu'on essaie de développer. Et ça c'est un gâteau sans levure. Mais parce qu'on a mis des bulles de gaz avec le siphon, on a mis, alors ça c'est du savarin. Baba, vous savez les babas et les savarins, on veut justement que ça s'imprègne comme une éponge. Et ben on a fait un ultra sponge cake. Voilà, c'est l'idée. Et ça c'est le même gâteau au chocolat avec la même technique ici, mais on a mis un tout petit peu de farine de riz pour faire tenir l'ensemble. Et pareil, donc c'est des ultra sponge cakes. Alors les ultra sponge cakes ressemblent dans leur texture à la distribution des galaxies et de la matière noire à très très grande échelle. Si vous mettez une échelle ici, au lieu que ça soit 3 cm ou 4 cm, vous mettez 300 ou 400 mégaparsecs ou l'ordre du gigaparsec. Et puis vous vous dites que alors, le blanc ici c'est la matière ou le noir c'est la matière et qu'il y a des vides. Vous retrouverez de manière qualitative, hein, je n'ai pas fait une fonction de corrélation là-dessus pour voir si c'était vraiment la même structure. On pourrait s'amuser à le faire d'ailleurs, ça donne des idées. Mais on voit qu'il y a une certaine, en tout cas, similitude en apparence des formes entre l'ultra sponge cake et la distribution de la matière dans l'univers à très très grande échelle. Alors la gravité, je l'évoquais, c'est la force fondamentale qui est la plus, non pas la plus utile, mais qui est la plus forte à grande échelle, donc qui façonne l'univers et ses objets. Et donc on voit par exemple cette image à droite, la fameuse image dont on va fêter les 50 ans bientôt, prise par Apollo 8, par Bill Anders et toute sa bande, les astronautes, où on voit le lever de terre sur clair de lune, et on voit que les astres qui sont suffisamment massifs arrivent à avoir une forme à peu près sphérique. Les plus petits étant un peu plus chahutés, on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc la gravité sert, avec le temps, hein, et
et les constituants finalement à façonner les objets qui nous entourent. Alors, les galaxies, on y reviendra, mais les planètes en particulier. Et alors, l'absence de gravité peut aussi aboutir à des choses assez rigolotes. Et oui, parce que je vais vous montrer d'abord, comme tu dis, Hervé, cette notion de gravité qui façonne les objets. Bah, quand vous prenez par exemple, là c'est un jus de menthe, mais on aurait pu prendre un peu ce qu'on voulait. Eh bien, un sirop de menthe, vous faites tomber au goutte à goutte, et puis évidemment, les gouttes qui se forment sont parfaitement sphériques, et la taille est limitée à la fois, enfin est conditionnée par la gravité et la taille ici de ma petite pipette, évidemment. Bon, alors dans ce sirop de menthe, j'ai ajouté un peu d'algues qui ont la vertu, histoire de faire une petite application cuisine, ces algues-là ont la capacité de s'accrocher entre elles avec du calcium, ça fait des ponts électrostatiques, et de former un gel. On parlait tout à l'heure du blanc d'œuf, des cuissons, des choses comme ça. Donc on va prendre ce sirop de menthe et on va le faire tomber dans un bain riche en calcium. Alors, voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est de l'eau riche en calcium, je n'ai pas cité de marque. Hein. Et puis, hop, on va faire tomber ces gouttes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être rapproche de la caméra. Ah oui, alors, voilà, il faut juste que la netteté soit encore là. Non, non, c'est bon. Voilà, alors, vous voyez... Si vous voyez bien. Vous voyez les petites gouttes vertes qui tombent au fond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Comme des petits œufs de poisson. Voilà. Donc, à chaque fois que les algues tombent dans le calcium, elles rencontrent le calcium et elles gélifient en surface. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir encapsuler, vous allez former un gel uniquement à la surface de la bille, alors que l'intérieur qui n'a pas vu le calcium, eh bien, voilà, lui, va tomber là. Voilà. Hop. Et ça fait des petites billes qui restent. Et ça fait des petites billes qui restent et l'intérieur est liquide. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, il faut aller à la pêche. Et vous avez ici des petits œufs. Voilà, on voit super bien. Vous voyez, des petits œufs de poisson, mais c'est de la menthe. Voilà, et là, je viens de mettre un peu d'eau partout. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était normal. Et vous voyez, vous avez un petit œuf comme ça. Ça tient très, très bien. Et par contre, tac, voilà, et c'est liquide. Donc, si je vais mettre ça dans ma mousse au chocolat, je vais avoir un chocolat menthe assez rigolo avec 100% chocolat. Et quand je croque, waouh, il y a de la menthe. Et ça aussi, vous le mettez dans un kir. Des billes de cassis, des billes de mûre, de myrtille, et vous mettez ça dans votre champagne, ça tourne, ça c'est ça qui est rigolo, et puis en plus vous allez croquer, et là vous n'avez jamais la même dégustation de kir. Bon, donc ça c'est de la cuisine dite moléculaire, mais enfin il n'y a rien de moléculaire là-dedans, c'est juste une gélification. Par contre, ce qui est intéressant, pour en revenir à la gravité, c'est de se dire, mais essayons de faire la bille la plus grosse. Alors, si vous coupez la pipette un peu plus haut, évidemment, vous allez faire une bille plus grosse, mais il y a un moment, ça va être limité justement par cette gravité. Alors, on a eu la chance de déposer un projet avec Novespace. Et donc, un projet étudiant, on a pu embarquer en microgravité pour faire des billes les plus grosses possibles et faire exactement cette expérience, mais dans des conditions d'impesanteur. Et on est arrivé... Alors, ouais, je vais me la montrer d'abord, peut-être. Voilà, on est arrivé à ça, ce que vous voyez là en photo. Et puis, je vous l'ai apporté ici. Donc là, on est évidemment, c'est pas une bille qu'on va avaler pour avaler la tasse d'ailleurs, mais et l'intérêt, c'est je perce, je bois. On est sur 10 centilitres d'eau. Vous voyez, ça tient très très bien. On a fait une membrane rigide à partir d'algues. Ça, on l'a appelé la canette végétale. Ça, c'est un produit d'Orsay. C'est 12 centilitres d'eau encapsulée dans une vraie membrane qui est biodégradable et voire même qui est comestible. Donc ça, c'est intéressant. Plus de plastique, plus d'aluminium. Donc voilà aussi une recherche. Ça démarre de la cuisine avec un petit côté gadget. Ouais, on peut applaudir. Mais on parle c'est gentil. On parle des bioplastiques, des choses comme ça, mais vous voyez comment à partir de la cuisine, on peut avoir des idées aussi pour trouver d'autres solutions qui vont peut-être complètement quitter le monde de la cuisine, emballer, j'en sais rien, du dentifrice, des choses comme ça, mais des vrais bioplastiques biodégradables, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont actuellement pas biodégradables, mais le bio est devenu du marketing, bon, bref. Donc voilà l'idée. Et alors, on a embarqué en microgravité pour le geste qui est très simple, hein, je perds, je bois. D'ailleurs, il faudra qu'on se débarrasse de cette paille en plastique. Eh bien, on a pu faire un vol avec Jean-François Clairvoy, avec Thierry Marx, avec des étudiants d'Orsay, et on s'est mis en condition. Donc, on prend un avion, c'est l'A310 de Novespace, l'A320, pardon. On monte à 8000 mètres d'altitude.
L'avion bascule à 45 degrés, donc là on prend 2G, et puis après il forme une parabole, vous connaissez ça mieux que moi certainement. Ouais, voilà. Donc là il y a Jean-François, donc là on est dans la phase 2G, donc il fait ça, il fait tomber la boule pour dire regardez ça tombe 2 fois plus vite. Alors Thierry et moi, vous voyez, on est très très sages, parce qu'on nous a dit, si vous bougez la tête avec l'oreille interne, vous allez vomir. Bon, donc nous on dit, ah oui, très très intéressant ton truc là, oui, 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 d'accord, ok, ah oui, oui, effectivement, voilà. Bon, vous voyez comme on est sage. Hein. Alors après, Jean-François, il dit, bon, on abandonne. Et alors après, hop, l'avion va basculer, et là, on va être en condition de microgravité. Et donc, on a fait 30 fois l'expérience pour je perds, je bois, est-ce que ça tient. Donc, en introduction, on m'avait présenté comme quelqu'un en structure de la matière. Bah là, c'est vraiment ça, c'est la notion de composite. Est-ce que ça va absorber les chocs? Alors, vous voyez, c'est pas très simple. On va perdre Thierry aussi. Il va partir dans le décor. Voilà. Donc, c'est pas si facile d'étudier les matériaux en microgravité. Hein, voilà. Et puis, il y avait 3-4 personnes derrière nous avec des serviettes. Bon, ça fait un peu mal à la tête après en plus, mais bon, bref. Mais c'est une super, super expérience. C'est vraiment la plus belle expérience de cuisine en conditions, je ne vais pas dire spatiales, mais grâce à toutes ces études, justement, et Novespace. Et puis après, Thierry a pu, justement, on continue un peu l'aventure avec Thomas Pesquet maintenant. Thierry lui a fait sa nourriture, la comfort food qui s'appelle, et puis on continue à essayer de trouver des solutions comme ça pour l'IAS. Voilà. L'ISS, pardon. L'ISS, parce que l'IAS, c'est toi. Moi. Ouais, oui. Et donc on voit que la recherche fondamentale n'est pas exemple de caractère ludique, de choses vraiment innovantes avec voilà, la cuisine en microgravité. Ça, c'est pas forcément évident, mais voilà, Raphaël l'a fait. On peut aller tout. Et voilà. Puis nos étudiants de physique sont aussi allés faire de la microgravité récemment pour un autre type de physique. Donc voilà, venez étudier dans nos universités, je parle aux jeunes. On fait plein de choses excitantes et à la fois très profondes, et à la fois en lien aussi avec des marchés et des entreprises qui financent une partie de ces travaux. Donc la recherche fondamentale n'est pas forcément incompatible avec ça. Alors la gravité, on vient de parler donc de gravité qui façonne les astres, d'absence de gravité qui permet aux futurs astronautes peut-être d'avoir des emballages écolos, et puis sur Terre surtout, hein, parce qu'il y a un peu plus de monde sur Terre que dans l'espace. Et puis la gravité joue un peu parfois des tours. Vous avez à droite la fameuse image de la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, donc la comète Chury sur laquelle Rosetta s'est posée. Philae, pardon, l'atterrisseur Philae de la mission européenne Rosetta il y a 4 ans. Et cette image est la surface du sol de la comète, hein, donc c'est une prouesse mondiale unique. Hein, c'est nous les Européens qui nous étions posés directement dessus. Et on voit que la forme de cette comète